Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Petite information pratique, la nouvelle appli du Parisien vous permet d'écouter Code Source ou Crime Story tout en lisant nos articles. N'hésitez pas à la mettre à jour. La France se prépare à changer de Premier ministre. Ce sera le ou la 5e depuis la présidentielle de 2022. François Bayrou a annoncé le 25 août qu'il va se soumettre à un vote de confiance des députés le 8 septembre. Mathématiquement, il n'a aucune chance de succès, il va donc devoir démissionner. Mais lui affirme avoir encore un espoir. Le chef du gouvernement commence ce lundi 1er septembre à recevoir à Matignon des chefs de parti pour parler du budget 2026 du pays, un budget d'économie. Pourquoi et comment François Bayrou a-t-il fait ce choix pendant l'été ? Réponse avec deux journalistes du service politique du Parisien, Marcelo Westfred et Thomas Soulier. Le lundi 25 août, à Paris, François Bayrou annonce qu'il va engager la responsabilité de son gouvernement en organisant un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre. J'ai demandé au président de la République, il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Marcelo Westfred, concrètement, quelle question va être posée aux députés le lundi 8 septembre ? En résumé, c'est quoi un vote de confiance ? Alors en réalité, c'est pas une question qui est soumise aux députés, c'est une déclaration qui est en fait comme un discours de politique générale. Ce que un Premier ministre fait en général quand il arrive, il fait cette déclaration de politique générale et l'habitude était, alors ça fait longtemps que les gouvernements ne le font plus, mais de se soumettre à un vote de confiance, c'est-à-dire d'engager sa responsabilité, de dire aux députés, est-ce que vous êtes d'accord avec la feuille de route que je vous délivre ? Mais François Bayrou dit que la question c'est, est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic, sur la gravité de la situation financière du pays ? Cette déclaration de politique générale qu'il va soumettre aux députés, elle va être tournée, axée autour d'une question qui sera un peu le fil rouge de son discours. Est-ce que vous êtes prêts, vous députés, à considérer que le redressement des comptes publics, c'est le sujet numéro 1, c'est-à-dire laissons le débat sur les mesures, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est tellement grave la question du déficit et de la dette publique qu'il faut que toute la nation fasse un effort majeur. Mais pour les députés, la vraie question c'est est-ce qu'on a confiance ou pas dans ce gouvernement ? Comme souvent en politique, on pose une question et les gens répondent à une autre question. Vous posez un référendum, ça devient un plébiscite pour ou contre le président. Et bien là, on a le même phénomène, c'est-à-dire que les députés, globalement, ils disent stop ou encore François Bayrou. Et même pour certains dans l'opposition, stop ou encore Emmanuel Macron. Donc la question se politise tout de suite et l'enjeu spécifique du déficit de la dette publique passe presque au second plan. Thomas Soulier, clairement, François Bayrou va forcément être contraint à la démission à l'issue de ce vote ? Oui, car si on fait les comptes en l'état, il y a seulement 4 groupes parlementaires qui devraient accorder leur confiance à François Bayrou. Donc les 3, ce qu'on appelle le bloc central, Renaissance, Horizon, Modem, et puis une écrasante majorité des Républicains et donc de la droite. Si on additionne, ça fait 210 députés, donc très loin de la majorité absolue. C'est largement insuffisant et donc François Bayrou n'aurait plus la confiance des députés et devrait remettre la démission à Emmanuel Macron, qui a le choix, lui, de l'accepter ou pas. Mais franchement, il serait étrange qu'Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à un Premier ministre qui vient de perdre justement sa confiance auprès des députés. Et donc Emmanuel Macron va devoir chercher un nouveau Premier ministre. Oui, il serait ou elle serait, nous verrons, le 7e Premier ministre en 8 ans, le 5e en moins de 2 ans. Et donc, on constate une chose, plus le temps passe dans la décennie Macron, plus la durée de vie d'un Premier ministre se réduit. Donc, le président devrait trouver un Premier ministre qui pourrait faire passer un budget d'ici au 31 décembre. C'est le critère principal, mais en l'état, qui peut se vanter en tant qu'homme politique ou femme politique de pouvoir faire voter un budget sans difficulté ? Franchement, personne. Alors on va voir dans cet épisode de Code Source pourquoi François Bayrou a fait ce choix de se soumettre à un vote de confiance, ce qu'il s'est passé
précisément pendant l'été. Avant d'en venir là, un rappel, François Bayrou est centriste, président du MoDem, il a 74 ans, il a été nommé à Matignon par Emmanuel Macron le 13 décembre 2024, en remplacement de Michel Barnier, renversé par un vote de censure à l'Assemblée. Et depuis qu'il est en poste, François Bayrou a été au cœur de plusieurs polémiques. Oui, des polémiques qui lui ont collé à la peau et surtout qui lui ont fait perdre très rapidement des points de popularité. D'abord, nous sommes en décembre 2024. Il est nommé le 13. Quelques jours plus tard, il part en jet au conseil municipal de Pau. Là, il y a une polémique. Ce Premier ministre qui vient d'arriver, qui prend un jet juste pour aller au conseil municipal de la ville qu'il dirige, ça lui fait beaucoup de mal. Et puis évidemment, la polémique des polémiques, l'affaire Betaram, ces accusations de maltraitance dans une école catholique dans le sud-ouest. Est-ce que le maire de Pau le savait? C'est juste à côté de chez lui. Est-ce que lui, qui était ministre de l'Éducation dans les années 90, le savait? Alors à ces questions-là, les réponses ont été floues, fluctuantes. Il a même dû répondre à une commission d'enquête parlementaire. Et cette affaire l'a d'autant plus touché qu'il a appris durant ces derniers mois que sa fille avait été aussi victime dans cette école de Betaram. Et Marcelo Westfred, ses relations ont été compliquées avec Emmanuel Macron. Les deux hommes ne s'aiment pas vraiment. Alors ils ont une relation qui est extrêmement complexe. Ils ne sont pas amis, mais en même temps, ce sont les deux alliés historiques les plus proches. Emmanuel Macron doit, d'une certaine façon, sa victoire en 2017 au retrait, au dernier moment, de François Bayrou. Et François Bayrou est quelqu'un qui a déjà été candidat à plusieurs présidentielles, qui considère qu'il a un rôle à jouer et qui a monnayé très chèrement durant toutes ces années le fait que sans lui, Emmanuel Macron ne serait pas arrivé à l'Élysée. Donc ils ont une relation qui pendant des années est faite de rencontres le dimanche, ils s'appellent, c'est une relation qui est faite d'une grande proximité, mais c'est pas une amitié. Pourquoi ? Parce que c'est une relation sur fond de rapport de force. Et c'est comme ça depuis 8 ans. Et le dernier épisode en date, c'est le 13 décembre 2024. Emmanuel Macron veut nommer Sébastien Lecornu comme successeur à Michel Barnier. Or, à ce moment-là, François Bayrou tord le bras, quasi littéralement, au chef de l'État en lui disant, en gros, si tu nommes Sébastien Lecornu, moi, je sors de la majorité, je fais exploser le périmètre du bloc central et de la droite. Et il a mis une telle pression que Emmanuel Macron a cédé, mais Emmanuel Macron lui en veut. Et du coup, cette relation, elle est extrêmement complexe. Et au fil des mois, elle se tend un peu puisque le chef de l'État considère que François Bayrou ne travaille pas assez, ne délivre pas, pour parler en termes macronistes, qu'il n'y a rien qui avance, que c'est immobile, là où François Bayrou considère, lui, que ça ne sert à rien de brusquer un Parlement qui, de toute façon, ne fait passer aucune loi. Le lundi 23 juin, des négociations de 4 mois sur l'avenir de la réforme des retraites se terminent par un échec. Il n'y a pas d'accord signé entre les syndicats et les organisations patronales. Autre dossier clé pour le chef du gouvernement, le budget 2026, budget d'économie. Thomas Soulier, pourquoi ces économies sont considérées aujourd'hui comme nécessaires ? Pour 3 raisons. D'abord parce que la France croule sous une dette abyssale, plus de 3 300 milliards d'euros. Ensuite parce que la France est déjà en retard dans le respect des règles européennes de rigueur budgétaire, et puis parce que les marchés financiers pourraient à nouveau dégrader la note de la France d'ici à la fin de l'année, ce qui ferait grimper les taux d'intérêt. Alors tout cela, François Bayrou le dit depuis pas 6 mois, il le dit depuis 20 ans. Ça, on peut lui reconnaître. Ça fait 20 ans qu'il alerte la France et les Français en disant « on va droit dans le mur sur le budget ». Le mardi 15 juillet, François Bayrou dévoile les grandes lignes de son budget 2026 avec plusieurs annonces marquantes. Thomas, rappelez-nous lesquelles. Il y a d'abord 2 mesures chocs qui cristallisent les critiques. La suppression des 2 jours fériés qui rapporterait, selon François Bayrou, plus de 4 milliards d'euros d'économies. Et puis l'année blanche, c'est-à-dire le gel des dépenses publiques, et ce, durant 1 an. On peut aussi citer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite ou qui quitte la fonction publique, des économies pour les collectivités locales à hauteur de plus de 5 milliards d'euros d'économies, ce qui fait grincer des dents les sénateurs et puis les élus locaux, et aussi des économies dans le domaine de la santé. Là, tous les Français seront concernés, et une taxe sur les petits colis.
Après ces annonces, et notamment l'idée de supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, les réactions sont très vives, à gauche, au RN, mais aussi parfois chez les Républicains. Oui, d'abord de manière instantanée. Le soir même du 15 juillet, toutes les oppositions crient à l'austérité, au manque de justice fiscale et considèrent que ce sont toujours les mêmes qui paient, qui vont trinquer, les travailleurs modestes, les classes moyennes, les retraités. Et tout de suite, le RN et toute la gauche, je dis bien toute la gauche, dont le PS, menace de censurer François Bayrou. Alors du côté des LR, vous avez raison, mais c'est un peu plus confus. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez salue le plan, mais Bruno Retailleau, le président des Républicains, se dit opposé à la suppression des 2 jours fériés, une mesure dont 84% des Français ne veulent pas, selon notre sondage Odoxa pour le Parisien aujourd'hui en France. Thomas Soulier, quand François Bayrou voit ces réactions, j'imagine qu'il comprend qu'il va forcément tomber à cause d'un vote de censure ? En coulisses, il est vraiment étonné. Il est vraiment étonné que le RN et toute la gauche, dont le PS, appellent tout de suite à la censure. Il ne pensait pas que ça irait aussi vite. Et donc il se dit rapidement, après la conférence de presse du 15 juillet, que oui, il pourrait tomber. Mais il se dit, j'ai quand même un gros point de négociation. Parce qu'à ce moment-là, la suppression des 2 jours fériés, ça ressemble, me disait un proche, à un leurre. En quelque sorte, un futur point de négociation. Et que s'il voyait qu'en septembre et en octobre, ça coinçait vraiment, en revenant sur les jours fériés, il pourrait, in fine, faire passer son budget. Après ces annonces du 15 juillet, Marcelo Westfred, il y a un mot d'ordre qui commence à se répandre sur les réseaux sociaux venus de citoyens. Un appel à bloquer le pays le 10 septembre. Expliquez-nous ça. Alors, c'est un appel un peu nébuleux puisque les journalistes vont mettre un peu de temps à essayer de remonter un petit peu qui est à l'origine de cet appel. Ça mélange un peu de complotistes, un petit peu de sources qui peuvent être un peu des ingérences étrangères, on ne sait pas très bien. En tout cas, le discours d'origine, c'est un peu bloquons tout, n'allons pas travailler, sortons notre argent des caisses des banques. Alors François Bayrou, il voit bien monter ce mouvement. Quand on l'interroge sur le sujet, lui, il se dit il n'y a pas un motif concret, type les retraites, type la taxe carbone identifiée, qui agrégerait les mobilisations. En revanche, il n'est pas dupe, il voit bien qu'il y a un mouvement de colère un peu dégagiste qui commence à monter dans l'opinion publique. Et François Bayrou décide de ne pas prendre de vacances pendant le mois d'août. Rappelons d'abord que François Bayrou fait partie de ces politiques, et ils sont nombreux en réalité, qui n'aiment pas les vacances, qui ne prennent pas de vacances. En général, lui, il est tous les ans à Pau, dans sa ville, et s'il n'est pas du genre à décrocher en partant sur son voilier à 10 000 km de Paris. C'est pas du tout son genre. Et cette fois-ci, il fait même quelque chose d'un peu plus symbolique, c'est-à-dire qu'il va aller à Pau seulement 3 week-ends dans tout l'été. Le reste du temps, il est à Paris, à Matignon, et il scénarise le fait qu'il est à Paris, c'est-à-dire qu'il a les mains dans le cambouis, qu'il s'occupe des dossiers de la France, etc., les inondations, les feux de forêt, etc. Et son entourage nous explique que ce temps passé à Paris va être du temps utile, qu'il va travailler des dossiers, faire des déplacements. Or, quand on veut le suivre pour les déplacements, on s'aperçoit que les uns après les autres, ces déplacements sont annulés. On s'attendait à 2-3 déplacements par semaine. Finalement, il n'en est rien. Que fait-il ? Eh bien, c'est un peu un mystère. D'ailleurs, au sein du gouvernement, ça on l'a relaté dans plusieurs articles, les ministres se demandent que fait-il parce qu'il ne consulte pas, il n'appelle pas non plus les oppositions. Or, c'est tout ce travail qu'on attendait de lui pendant l'été, tout l'informel. Il ne se déplace pas et il va, en revanche, surprendre en annonçant qu'il va s'exprimer sans intermédiaire auprès des Français par le biais d'une chaîne YouTube qu'il crée, qui va s'appeler FB Direct. Et donc, à partir du début du mois d'août, il commence à intervenir régulièrement pour parler aux Français pendant quelques minutes. Il est en chemise, souvent cravate, pas de veste, dans son bureau. L'éclairage est assez blanchâtre, c'est un peu de la télé à l'ancienne, mais l'idée, c'est « je vous parle » sans intermédiaire pour vous expliquer les enjeux et notamment l'urgence de redresser les comptes publics. Ma conviction, c'est qu'on ne peut réaliser des changements aussi importants, aussi profonds et aussi bienfaisants, on ne peut pas le faire sans les Français, jamais sans les Français. Et c'est tout le but de cet échange. FB Direct pour François Bayrou direct, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des vues ? C'est plutôt décevant. Ça commence
petit effet de curiosité, à 120 000 vues, et ça va descendre 8 000, 6 000 vues. Pour un Premier ministre, c'est très faible, donc ça montre que le format ne prend pas. Il faut dire que c'est un format un peu austère, sur un sujet où finalement il tourne un peu en boucle. C'est un exercice qui a le mérite d'exister, mais qui va se révéler un peu contre-productif. Le mardi 19 août, Emmanuel Macron dit du bien de lui dans l'hebdomadaire Paris Match. Il est mon ami, déclare le président. Il a toutes les capacités pour tenir jusqu'en 2027. C'est le message d'Emmanuel Macron en résumé. Thomas Soulier, cette déclaration amicale au sujet de François Bayrou, elle est surprenante ? Oui, parce que déjà Emmanuel Macron a très peu d'amis. Et il prononce rarement ce mot ami quand il parle de quelqu'un. Donc on peut sentir que quand il prononce ce mot ami, ça commence à se sentir mauvais pour la personne qui est destinée. Parce qu'il a déjà dit du bien de ses anciens premiers ministres qu'il a limogé une semaine après. Souvenez-vous, Édouard Philippe, encore Elisabeth Borne, il dit du bien d'eux publiquement, il salue leur action, et une semaine plus tard, il s'en sépare. Il a peut-être un côté psychologique ou son côté sentimental. Donc il faut toujours se méfier quand Emmanuel Macron dit du bien de quelqu'un. 2 jours plus tard, le jeudi 21 août, le président invite son Premier ministre dans le fort de Brégançon, dans le Var. Brégançon qui est une résidence d'été du chef de l'État. Là, de quoi parlent les deux hommes ? D'abord de la situation internationale. Les sujets sont lourds, nombreux et ont rythmé la vie du président cet été. Et puis de politique interne. Et là, François Bayrou fait officiellement la demande au président. Il veut un vote de confiance des députés, et ce, début septembre. Alors pourquoi il le dit au président ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une session extraordinaire convoquée à l'Assemblée fin septembre. Et François Bayrou, il veut que ça soit début septembre. Et la seule personne en France qui peut prendre cette décision et acter l'avancement de la session extraordinaire, c'est le président. Et le président lui dit oui, banco. On sait pourquoi Emmanuel Macron accepte ? C'est la question à 1 000 €. Et je me pose souvent la question depuis des jours en tant que journaliste politique. Je vois 2 réponses à cela. Soit à ce moment-là, le président est convaincu par l'argumentaire de François Bayrou qui se dit, ce soir-là, il y a encore un trou de souris. Le RN et le PS peuvent s'abstenir et ça peut passer. Soit parce qu'il veut se débarrasser de François Bayrou. Et ça, ce n'est pas une option à négliger parce qu'on sait que depuis des mois, Emmanuel Macron s'est montré quelquefois agacé par l'attitude, le comportement, la politique de son Premier ministre. Le lundi 23 août, une conférence de presse de François Bayrou est annoncée pour le lundi qui suit. Et ce samedi-là, il parle à notre consoeur du Parisien, du service politique, Pauline Théveniot. Marcelo Westfred, en résumé, le Premier ministre, espère que les Français vont soutenir ces mesures d'économie, c'est ça ? Il en appelle aux Français ? Oui, c'est une opération de dramatisation. Il explique qu'on est au bord de la falaise, qu'il faut qu'à la rentrée, la classe politique soit à la hauteur. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend à partie l'opinion publique en espérant qu'elle fera pression sur la classe politique. Donc là, il fait comme si les Français pouvaient être plus de son côté que les responsables des différents partis politiques. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Quand on voit les sondages, il est très impopulaire à ce moment-là. Oui, une impopularité record. Des mesures qu'il propose dans son budget, notamment la question des jours fériés, qui, on va dire, ulcère une grande partie des Français. Hein. Les sondages, y compris ceux qu'on a publiés dans le Parisien, sont sans appel. Plus de 80% des Français ne veulent pas en entendre parler. Donc là, il sent qu'il est face à un mur. Et pendant le mois d'août, les appels à bloquer le pays le 10 septembre ont pris de l'ampleur. Ils ont été repris par une grande partie de la gauche. Alors notamment, ils sont repris par Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, décide de lui ajouter une nouvelle touche en prônant une grève générale le 10 septembre. Il lui donne un côté un peu insurrectionnel. Quelque part, diront les détracteurs d'LFI, il fait de la récupération politique. En tout cas, il contribue à faire du 10 septembre un moment clé de la rentrée. Le lundi 25 août, dans l'après-midi, environ une demi-heure avant le début de sa conférence de presse, François Bayrou révèle aux membres de son gouvernement, aux ministres, ce qu'il va dire. En fait, ils tombent de leur chaise parce que personne n'est dans la confidence. C'est quand même un fonctionnement extrêmement resserré sur un tout petit noyau. De la même façon que la plupart ne savaient pas ce qu'il y avait dans le plan d'économie du 15 juillet, la plupart découvrent que le Premier ministre fait le choix de se soumettre à un vote de confiance, et ce, très précocement, dès le 8 septembre. À ce moment-là, dans l'esprit des ministres, ils se disent « notre bail va peut-être finir dans 15 jours ».
On en revient au début de cet épisode de Code Source. François Bayrou annonce donc qu'il va engager la responsabilité de son gouvernement à l'Assemblée. Un vote de confiance, sauf surprise, perdu d'avance. On a parlé d'harakiri politique. Thomas Soulier, est-ce que c'est une façon pour lui de s'épargner des semaines de calvaire avec en ligne de mire un vote de défiance ? Oui, il veut rompre avant de se faire larguer. C'est une certitude. François Bayrou considère que s'il sort de lui-même, en quelque sorte, après avoir convoqué un vote de confiance, il sortira en martyr, en disant « j'aurais prévenu le pays, j'aurais prévenu les Français, j'aurais été un lanceur d'alerte, j'aurais mis carte sur table. Et par conséquent, personne ne pourra me reprocher si dans quelques mois ou quelques années, c'est le chaos économique en France. » Et donc, il en fait un marqueur politique, et surtout pour la suite, car François Bayrou a des ambitions, pourquoi pas la présidentielle en 2027, il s'est déjà présenté pour l'Élysée à 3 reprises, et pourquoi pas une 4e fois, François Bayrou n'a pas du tout renoncé à ses ambitions présidentielles. Marcelo Westfred, le mercredi 27 août, François Bayrou est l'invité du 20h de TF1. Il invite les chefs de partis politiques à Matignon pour une ultime négociation. Mais alors qu'il est censé tout faire pour essayer de les convaincre, il va les braquer. Est-ce que la situation de la France, la menace de surendettement, est-ce que cette situation mérite qu'on y réponde ? C'est très simple, c'est comme un bateau qui aurait une voie d'eau, un trou dans la coque, et la coque se remplit d'eau. Alors il y a des gens qui disent t'en fais pas Simone, le bateau flotte encore. Et de ce point de vue-là, on est irresponsable. Et on n'est pas irresponsable pour nous, Monsieur Boulot, même pas pour vous. Pas pour nous, pas pour notre génération. On est irresponsable pour les plus jeunes des Français. Faire une interview au journal télévisé de 20h, c'est abattre ses principales cartes. Or, il arrive sans proposition. Il ne dit pas les jours fériés j'abandonne, ou il ne fait pas d'ouverture particulière. Et pire, il braque les oppositions en expliquant qu'elles n'étaient pas joignables pendant les vacances. Vous avez appelé les représentants des partis d'opposition, qui ne sont pas de votre parti, à venir vous voir à Matignon pour consultation à partir de lundi. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Parce qu'ils étaient en vacances. Argument qui peut paraître un peu léger et qui va lui revenir en boomerang, puisque le Rassemblement national va lui dire, par la voix de Marine Le Pen, « Cher François Bayrou, je vous ai envoyé une lettre, vous n'avez même pas daigné y répondre. » Et les socialistes vont être ulcérés par cette formulation qui paraît un peu légère. En réalité, il est vrai que le chef du gouvernement n'a pas passé beaucoup de coups de fil, mais il a quand même essayé de joindre certains socialistes. Il a parlé, on le sait, avec François Hollande, il a parlé avec le député Jérôme Guedj. Mais si on est juste, les torts sont un peu partagés, puisque François Bayrou tend la main un peu mollement aux socialistes, il en appelle quelques-uns, puis il arrête. Et de l'autre côté, on a un PS dont les principales figures n'ont pas manifestement l'intention de nouer quelques négociations que ce soit avec un chef de gouvernement extrêmement impopulaire et qui plus est, à quelques mois des municipales où le PS ne veut pas apparaître comme la formation qui sauverait la tête du soldat Bayrou. Le dimanche 31 août, le numéro 1 du PS, Olivier Faure, précise que la décision des socialistes de voter contre la confiance est irrévocable. Par ailleurs, François Bayrou s'est mis à dos une partie des Français. Il a pointé du doigt à plusieurs reprises les retraités, les boomers au sujet de la dette, y compris le dimanche 31 août dans son interview accordée aux 4 chaînes d'infos en continu. En résumé, d'après François Bayrou, les papy-boomers, après avoir profité de décennies de croissance, devraient être les premiers à soutenir les efforts d'économie du pays pour alléger le poids de la dette pour les plus jeunes. Thomas Soulier, on dirait que François Bayrou s'enfonce à quelques jours du vote de confiance. Moi-même qui le suis au quotidien, j'ai du mal à le comprendre, et j'imagine que les Français eux-mêmes ont du mal à le comprendre. Imaginez un Français qui écoute François Bayrou tous les jours. Il entend « je peux y arriver, je peux avoir ce vote de confiance », mais ils savent très bien, les Français, qu'il ne va pas l'avoir. Et que nous, journalistes, on explique au quotidien que non, c'est de l'arithmétique, c'est des mathématiques. Si le PS et le RN ne votent pas la confiance, ils tombent. Bon, voilà, ce sont des maths. Donc ça va se passer comme ça. Ça sonne faux, c'est un faux semblant, c'est un simulacre de stratégie politique. Et les Français ne sont pas dupes. Et en même temps, il se met à dos beaucoup de monde en ce moment. Il se met à dos tout le monde.
Les ministres qui en ont marre de l'entendre mentir tout au long de la journée, les élus du bloc central et des Républicains, le RN et le PS qui se font insulter par François Bayrou, encore une fois ce dimanche, sur les 4 chaînes d'infos en continu. Il a dit sur Olivier Faure, le numéro 1 du PS, une seule chose l'intéresse, c'est Matignon. Donc quand on veut séduire quelqu'un, en général, on ne l'insulte pas. Merci à Thomas Soulier et Marcelo Westfred. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, chaque semaine une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Code Source et Crime Story sont disponibles sur toutes les plateformes audio, sur leparisien.fr et aussi, bien sûr, comme on le disait au début, sur l'application mobile du Parisien.